Bonjour à tous et bienvenue sur Tout droit tout simple, le podcast qui vous plonge au cœur des métiers du droit et des innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, et aujourd'hui j'effectue des missions en Legal Operations et je transforme votre service juridique en véritable partenaire stratégique. Dans chaque épisode, vous allez découvrir pendant une demi-heure mes invités qui vous livrent leur parcours, leurs expériences professionnelles et leurs précieux conseils. Alors soyez prêts à recevoir une bonne dose d'inspiration et bonne écoute à tous. Je vais essayer de vous mettre à l'aise alors. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on explore un sujet encore trop peu abordé, mais ô combien stratégique pour les directions juridiques, c'est la communication et le marketing juridique. Je ne sais pas si on parle vraiment de marketing juridique, mais en tout cas de communication. Et en gros, c'est comment mieux faire connaître le rôle du juridique en interne, comment embarquer les équipes et surtout valoriser l'impact des juristes dans l'entreprise. Et pour en parler, je suis très heureuse d'accueillir deux personnes. Caroline Sajek, Communication Manager, et Anthony Bauduin, Image Leader. J'espère que j'ai bien dit et vos noms et vos titres. Vous êtes tous les deux chez Decathlon, qui est quand même une entreprise très connue pour sa culture forte et sa communication qui est très très incarnée. Et ensemble, vous allez nous partager votre expérience, vos bonnes pratiques et votre vision en fait de la communication au sein du droit, enfin au service du droit plutôt. Donc bonjour à tous les deux. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Et avant de rentrer complètement dans le vif du sujet, je vais vous demander quand même de vous présenter aux auditeurs et auditrices brièvement, et puis après on enchaînera. Eh ben déjà, bonjour Delphine, on est ravis d'être avec toi aujourd'hui. Je vais peut-être commencer, je vais prendre le petit privilège féminin. Je sais qu'Anthony ne m'en voudra pas. Donc effectivement, moi c'est Caroline Sajek, j'ai 37 ans. Ça fait 14 ans que je fais mon métier de communicante, donc j'ai eu l'occasion de le faire à l'externe pendant 6 ans. Et depuis 2019, je suis arrivée donc chez Decathlon par la porte finance. Et en 2022, j'ai eu l'opportunité donc de switcher complètement sur la compliance dans un premier temps. Et ensuite donc de rejoindre au global donc le département juridique et compliance depuis 2 ans. Mais avec Anthony, on travaille depuis bien plus longtemps que ça. Depuis 2019, on travaillait déjà ensemble sur des thématiques juridiques. Et du coup, je lui passe la main. Merci Caroline. Bonjour Delphine. Bonjour à tous. Moi, c'est Anthony. Alors, j'ai un parcours un peu particulier, très lié à Caroline forcément, mais je l'explique tout de suite. Moi, j'ai une formation juridique. J'ai un master 2 en droit des nouvelles technologies. Donc, parcours 100% juridique au départ. J'ai commencé chez TF1 en droit des affaires. Et ensuite, j'ai rejoint Decathlon en 2018 après presque 4 ans de bons et loyaux services. Où j'ai intégré une équipe qui était spécialisée sur les contrats internationaux et l'IT. Et en 2019, j'ai décidé de changer de voie pour finalement coller un peu à mes hobbies depuis des années, à savoir la vidéo, la photo et la création au sens large. Donc j'ai commencé cette reconversion en prenant une petite mission sur de la communication juridique, donc pour vraiment amorcer des petites choses sur l'homogénéisation, gros mot, de la communication au sein du service juridique, donc des petites actions au départ, une formation aussi à côté, et puis une rencontre en 2019 formé, avec. En fait, à la communication ouais, en c'est général ça. ou digitale ou À la formation communication en général, marketing communication, mais surtout par la pratique avec Caroline, que j'ai rencontrée aussi en 2019 et qui m'a formé un peu sur le métier pendant un petit peu plus de 2 ans. Mentor, quoi. C'est exactement ça. Responsable de la situation. C'est exactement ça. Donc Caroline m'a beaucoup accompagné sur la com, et puis au bout de 2 ans et demi de pratique sur le périmètre juridique, j'ai complètement switché. Donc je suis passé de juriste à responsable communication dans un premier temps à 100%. Donc là ça fait quelques années que je fais ce métier-là. Et depuis le début de l'année, je suis passé image leader, donc plutôt sur de la création de contenu
toujours avec un périmètre juridique et compliance, mais vraiment plus orienté sur de la création. D'accord. On s'est un peu répartis effectivement les expertises en communication, mais on va avoir l'occasion d'en discuter ensemble. D'accord, ok. Alors justement, la première question que moi j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi la communication aujourd'hui, elle est selon vous, c'est un levier vraiment stratégique pour un service juridique? En quoi je vais commencer de par mon passé de juriste. J'ai vite pris conscience en fait de l'importance de la com, parce que pour être compris, il faut bien communiquer. Et le juridique, c'est souvent mal compris, malheureusement, de par sa complexité. Et quand même, c'est sur des matières qui demandent une expertise forte, parfois très pointue selon les domaines. Et ça peut faire peur. Donc, il faut forcément faire avec. Mais au bout d'un moment, si on veut changer les choses, être mieux compris, mieux protéger l'entreprise aussi, il y a un travail sur l'image à faire. Donc l'image des professionnels du droit, elle peut être détériorée en fait de par cette complexité. Et il faut absolument simplifier le langage. Il faut changer l'image, être plus moderne, plus accessible. Et donc c'est ça finalement la communication, c'est aussi ça. Et ça sert la stratégie aussi de l'entreprise ou de la direction juridique. Si on est plus accessible vis-à-vis de nos clients, les messages passent mieux, on peut beaucoup plus mener nos stratégies dans l'entreprise. Donc pour changer l'image, plusieurs choses, ça passe par la communication au sens large. Donc le marketing juridique, l'innovation, la compréhension du besoin client aussi, le sens du service, tout ça. Je sais pas, Caro, si tu veux. Pour rebondir, quand on parle effectivement de levier stratégique, on parle aussi, donc à travers l'image du juriste, c'est la posture en fait du juriste vis-à-vis de ses clients, alors qu'ils soient internes ou externes. Nous, on a des clients internes, mais au sens large, pour tous ceux qui nous écoutent et qui travaillent avec des externes, c'est exactement la même chose. En fait, aujourd'hui, nous, stratégiquement, on veut être part of the business. Mais je pense que n'importe quel juriste a envie de l'être. Mais pour l'être, il faut pouvoir apporter des solutions, il faut pouvoir être beaucoup plus accessible. Donc en fait, c'est tout ce changement qu'on vient opérer en fait avec la communication. Et si je vais plus loin, moi, à l'externe, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter en fait de l'amélioration de relations clients. On peut venir augmenter des parts de marché aussi en venant travailler donc tout ce qui est l'aspect communication marketing. Nous, à l'interne Decathlon, le levier stratégique qu'on voulait en fait travailler, c'était surtout améliorer les interactions avec les clients internes. Ça nous paraissait hyper important parce que derrière, on vient mieux sécuriser l'entreprise, on vient mieux développer le business. Donc, c'est ultra stratégique pour une entreprise et aussi pour un département juridique et compliance. Et forcément, je rejoins Anthony, derrière, c'est plus de clarté, c'est une meilleure compréhension, c'est une meilleure aussi application de la matière dans les prises de décision. C'est ça être part of the business. C'est accompagner la prise de décision au quotidien. Donc, c'est ultra stratégique. Ah bah oui, qui dit effectivement accompagnement dans la décision dit stratégique. Ça, c'est certain, on est d'accord. Exactement. Ouais. Et la communication, elle l'est à travers tout ça. Ouais. Et alors, quelles sont les actions concrètes que vous avez mises en place pour justement valoriser le service juridique en interne ou en externe d'ailleurs? Alors, et aussi, comment vous y êtes pris, parce que je sais pas si on a des auditeurs qui se disent, bah ok, moi il faut que je commence quelque part. Je commence où? Comment je fais mon plan, quoi? Comment je fais? Je pars d'où en fait? Je pars d'où pour arriver où? Enfin, évidemment, on va pas faire ça en 2 minutes, hein, c'est compliqué. Mais vous voyez un peu pour donner les grandes lignes et ensuite des exemples concrets. Comment on s'y prend? Alors, la première étape, tout d'abord, c'est de se structurer. C'est hyper important en communication. Alors, je sais que l'image de la communication, c'est un petit peu, c'est beau, c'est de la paillette, etc. On a du mal à imaginer qu'il y a vraiment une expertise concrète derrière, mais c'est ce qu'on a dit aussi beaucoup du legal design. Exactement. Et en fait, le premier conseil qu'on va donner, c'est se structurer. Alors, comment on se structure? Déjà, on va essayer de développer sa stratégie de communication. Pour son département si on est en entreprise ou plus globalement pour sa propre entreprise. Voilà, on va essayer de se structurer. Quand je dis définir une stratégie de communication, ça veut dire définir des axes prioritaires de travail. C'est toujours pareil, quand on prend un GPS, on met une direction en fait pour savoir où on veut aller si on connaît pas en fait le chemin. Là, c'est exactement la même chose. La communication, on se pose, on réfléchit, on se dit stratégiquement parlant, qu'est-ce que j'ai envie de mener? En sujet de communication. Donner un cap ou une vision. Exactement.
c'est de se dire, est-ce que j'ai envie d'axer sur de l'animation client interne? Est-ce que j'ai envie d'animer plus, j'en sais rien, de la stratégie digitale? Est-ce que, surtout, alors nous, on est dans un groupe, on a une stratégie globale, et on a aussi un projet global pour le département, qu'est-ce qu'on va mettre en place en stratégie de communication pour venir répondre à ce projet? Donc vraiment, on se pose et on réfléchit, on se structure. La deuxième étape que nous, on a mis en place, c'est définir des cadres de jeu clairs. Alors, je dis toujours, chaque sport a des règles de jeu. Donc, la communication, c'est un petit peu pareil. Quand je dis un cadre de jeu très clair, j'ai un exemple hyper concret. Nous, on a défini différents sujets de communication. Par exemple, je fais une intervention à l'externe. Voilà, je suis juriste. On m'a sollicité pour faire une conférence à l'externe. Je ne sais pas du tout comment faire, je ne sais pas du tout comment gérer la partie communication. Et nous, dans ce cadre de jeu, on leur a donné les étapes à suivre, comment créer les bonnes documentations, comment aussi venir travailler le discours. Alors le discours, c'est tout le pitch qu'il y a autour, comment on va expliquer les choses, etc. en fonction du public. Parce que bien évidemment, on vient aussi s'adapter au public. Si ce sont des professionnels du métier, si ce ne sont pas des professionnels du métier, tout ça, en fait, ça s'adapte. Donc nous, on a défini différents cas de communication sur l'emailing, sur je prends la parole sur des réseaux sociaux. Voilà. Que ce soit externe ou interne. Exactement. Nous, on a vraiment dissocié les deux, mais on a défini en fait le cadre de jeu. Et en fait, ça donne des directions. Quand je suis juriste et que je suis nouveau dans l'entreprise, je suis un peu perdue, et voilà, je peux me référer sur le cadre de jeu et je sais que voilà, quand j'ai telle typologie d'intervention, je peux utiliser tel canal de communication. C'est un peu le playbook. Exactement. C'est le playbook de la communication. Mais en fait, ça permet de vraiment se poser et de mettre les bonnes bases. Okay. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un peu comme dans le sport. Finalement, une fois qu'on a notre stratégie, on connaît les règles du jeu, on peut rentrer sur le terrain. Et c'est vraiment un indispensable avant d'y aller. Donc, c'est vrai qu'il y a finalement un peu trois pans. C'est cet aspect stratégique, l'aspect finalement création, ou en tout cas où on va commencer à exécuter l'action de communication, la mettre en place. Donc là, on a beaucoup de choses. On peut se diversifier sur les supports de communication, essayer de les rendre déjà plus simples. Ça, c'est la base. C'est ce qui prend du temps, mais en même temps qui porte ses fruits très rapidement. Les rendre plus simples, les rendre plus attractifs. Donc là, on peut rentrer dans des concepts un petit peu plus poussés. On peut aller sur de l'événementiel, de la vidéo, le site web aussi qui peut être important. On a beaucoup de choses, le legal design évidemment. Et aussi dans l'exécution quelque part des actions de communication, c'est finalement transmettre un message. Et transmettre un message, il y a aussi la formation, évidemment. Quand on veut former des clients internes, on va venir justement pousser nos messages. On fait de la visio, du présentiel, un peu tous les formats, on les adapte et on peut aussi venir créer des choses un peu plus différenciantes. On a mis en place, si je prends quelques exemples, il y a quelques années, quelques escape games pour justement amener un peu de gamification dans tout ça. Ça permet d'attirer un peu finalement le client vers une matière qu'il ne connaît pas ou pour laquelle il avait un désintérêt. Et on vient former comme ça des équipes. Donc cet aspect-là, vraiment création, exécution, il est super important. Excuse-moi, vas-y. Non, et vous arrivez à mesurer l'impact, j'allais dire les KPI derrière. Justement, c'est une super transition. Ouais. Parce que le troisième pan, selon moi, de la communication juridique et compliance, ça va être le suivi de performance. On a vraiment ce triptyque qui est super important en stratégie, création, exécution, et ensuite le suivi de performance. Parce qu'à partir du moment où on met en place, évidemment, c'est des moyens humains, c'est du temps qui est investi sur de la communication. À partir du moment où on le fait, il faut absolument le suivre. C'est appliquer finalement, on prend tous les ingrédients d'une recette, on voit ce que ça donne. On demande bien sûr l'avis au client si la recette lui plaît, si ça fonctionne, on suit les choses. Et si ça fonctionne pas, on change quelque chose. Et vraiment, faut essayer d'apprendre aussi de son expérience, essayer de tirer les conclusions de chaque support de communication, surtout quand c'est le début. Quand c'est le début, on a justement cette page blanche qu'on écrit et c'est justement le moment d'apprendre. Après, les choses sont un peu plus automatiques et ça va beaucoup mieux. Et puis là, je vais dire des gros mots pour les juristes, je pense qu'ils vont pas du tout aimer. Dans le suivi de performance, forcément, on va venir parler aussi d'efficience, de ratio
temps ou argent consacré versus rentabilité, donc valeur ajoutée créée à travers les supports. Là, j'espère que je n'ai perdu personne au passage. Ça, c'est mes petits apprentissages effectivement avec des financiers, mais c'est ce qu'on essaie aussi de montrer avec Anthony, c'est que la communication, c'est pas du tout antinomique en fait avec un suivi de performance, et c'est même primordial. C'est même la base de toute action de communication. Quand on se structure, on essaie aussi d'avoir des choses qui sont mesurables, parce qu'en fait, à un moment donné, on engage du temps. Il faut être sûr de ce que l'on crée derrière en valeur. Nous, c'est parce que sinon, on crée dans le vent, on ne sait pas du tout ce que ça oui, complètement. Et puis nous, avant si le message a été bien compris, perçu, exactement. Et en fait, avant qu'on structure avec Anthony, on se rendait compte que les productions n'étaient pas du tout suivies, elles n'étaient pas du tout anticipées. C'était fait et il se passait rien derrière, et ça engendrait beaucoup de frustration. Et ça, faut en parler aussi du mot frustration en communication, ça existe. Parce que, en fait, quand on n'a pas ce suivi, on ne sait pas. Donc, on l'a fait, peut-être parce qu'il fallait le faire, mais derrière, il se passe rien. Et donc, cette frustration, il faut aussi l'avoir en tête et venir la travailler justement avec ça, le suivi de performance. Donc, on peut donner plein d'exemples de KPI. J'envoie un emailing, je vais venir vérifier le taux de clic. Je vais venir vérifier le taux de lecture aussi de mon mail, donc ce qu'on appelle un taux d'ouverture. Je vais venir aussi analyser la réactivité, les endroits qui ont été un peu plus lus dans l'emailing. Donc, tout ça, il y a des outils qui le permettent. Comme disait Anthony, ça permet d'ajuster la recette. Est-ce que ça a fonctionné, pas bien fonctionné? Après, il y a des petites règles que nous, on vient enseigner à nos juristes. Une vidéo, on va venir voir le nombre de vues. Un site internet, aujourd'hui, il y a des outils de tracking qui sont très intéressants sur le nombre de pages vues, nombre de visiteurs. On peut aussi analyser le parcours aussi, donc ce qu'on appelle de l'UX du visiteur. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et au global, alors nous, c'est le leitmotiv du moment, c'est la satisfaction des clients. En fait, faire un petit questionnaire, un petit 5 étoiles, est-ce que tu es content, pas content? Rien que ça donne un très bon feedback de savoir si, en fait, on est dans la juste mesure. Et demander au client, est-ce que cette communication, elle t'a intéressé? Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce qu'elle répond à ton besoin? Parce qu'on ne fait pas de la communication pour soi. On l'a fait pour son client. Et ça, c'est hyper important de le garder en tête. Et donc, tous ces KPI, en fait, de mesure de performance vont vous aider et vont aider, en fait, à venir vérifier si, en tout cas, la stratégie qui a été mise en place et la production de contenu associée, en tout cas, à créer et générer de la valeur derrière. Et quels sont, selon vous, alors peut-être que vous l'avez un peu dit, mais les freins, les principaux freins, justement, à une bonne communication juridique en entreprise? Alors, plutôt une communication interne, là, que externe, parce que moi, en tout cas, je le perçois plus les freins en interne, mais il y en a peut-être aussi beaucoup en externe. Oui, peut-être à l'externe. Alors, en tout cas, le premier frein que nous, on a identifié, ça reste quand même le sponsor. Alors, surtout quand on est en entreprise. Quand je parle de sponsor, je vais parler du directeur juridique et compliance, je peux parler aussi du comité de direction de l'entreprise quand on est dans une plus petite structure. Si on est soi-même, j'en sais rien, avocat et son propre patron, ça peut être soi-même. Si on n'est pas son propre sponsor, en fait, sur le sujet. Alors, pourquoi? Le sponsor, en fait, il va aider à développer. Justement, en fait, le pilier de la communication, c'est lui qui va le pousser. Et en fait, il va nous permettre d'assurer la conduite du changement et en fait d'enclencher la dynamique collective. Nous, on a notre sponsor, qui est donc notre grande leader, Noémie Wallard, qui, elle, en fait, vient justement insuffler le pilier de la communication. Et forcément, derrière, ça vient en fait dynamiser le collectif. Si le sponsor valide et pousse le sujet, derrière, forcément, il y a un mouvement qui se crée. Donc ça, oui, c'est comme tout projet, en fait. Exactement. En gestion de projet, c'est la même chose. C'est la première chose qu'on nous demande, c'est un sponsor. Ouais. Et alors, on en a identifié 3. Le deuxième, c'est plutôt le manque de temps. C'est souvent ce qu'on nous dit, pour avoir déjà rencontré des gens de la profession, même à l'externe, c'est « oui, mais on manque de temps ». Alors, on est d'accord, on court tous après plein de choses, mais nous, on nous répète tout le temps ça au quotidien, il faut savoir prioriser. Et donc, qu'est-ce qui est important de prioriser sur des sujets de communication? On ne peut pas aller sur tous les chantiers, on est d'accord. Donc, on va choisir en fait 1, 2 ou 3 priorités sur une année. Et en fait, on va s'y tenir et on va venir y engager du temps. Et en fait, on va y mettre de l'investissement. Alors moi, j'aime bien la comparaison avec un marathon. Alors celui qui court un marathon sans se préparer, il a plus un risque de blessure. Donc en général, les gens qui font un marathon se préparent. Ils se préparent physiquement, mentalement, ils se préparent sur l'alimentation, un bon sommeil, etc. Donc la communication, ça se prépare. On y met du temps, on y investit du temps pour ensuite générer de la valeur.
Et ben c'est courir son marathon, c'est exactement la même chose. Donc nous on dit toujours que en fait la communication, c'est pas un sprint, c'est une course de fond, c'est un marathon en fait qu'on fait. Oui, ça. Et en plus, quand on parle de temps, il y a évidemment plusieurs notions. Il y a les projets un peu plus long terme qui demandent beaucoup d'investissement, et d'autres qui peuvent être qualifiés finalement de quick win. On va venir justement faire une petite action, ou alors 5 minutes par jour pour quelque chose qui finalement à la fin de la semaine sera ok. Vraiment, il faut différencier ça. On peut pas se fixer, dès qu'on commence dans la communication, on peut pas se fixer des objectifs qui sont trop grands. Il faut d'abord tester des choses, il faut mettre en place déjà des choses qui vont vite, comme ça c'est très concret. On a besoin en fait de se voir avancer. Et si on entame tout de suite une grande action de une communication qui va nous prendre des mois, on peut aussi se démotiver entre-temps. Ouais. Et c'est Oui, c'est les super quick important wins, de en mettre en fait. On place. parle souvent Exactement. Ouais. Oui, parce Enfin, que c'est vrai pour la ça peut être vite communication et pour d'autres décourageant choses. si on Hein. On a besoin Est-ce que quelque part dans quelque chose de voir des résultats rapides. On est tous oui, pareils. bah oui, c'est sûr. Mais est-ce que, là, effectivement, vous le disiez, vous êtes deux, etc. Mais est-ce qu'un directeur juridique, alors soit seul, soit avec une équipe très, 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 très réduite, est-ce que parce que alors lui, il doit tout gérer, est-ce que lui, d'après vous, il peut arriver à faire quand même de la communication, alors pas évidemment au niveau où vous êtes, hein, bien sûr, mais parce que ça, moi, j'ai souvent cette question, en fait. Ouais. Il faut quand même qu'il communique, qu'il fasse comprendre déjà ce qu'il fait et ce qu'il fait pas. Déjà, c'est la première étape. Et ça, c'est super important. Et en fait, comme ils sont souvent tout seuls, bah, ils n'y arrivent pas, quoi. Et moi, Alors, je me demande si, voilà, des pros comme vous, quel est votre avis là-dessus? Enfin, c'est un grand oui. Déjà, C'est un grand oui, oui, mais on peut pas dire que c'est non parce qu'en fait, pour je pense Anthony et moi, alors en plus Anthony est un ancien juriste, donc il pourra aussi bien le dire. Je pense que c'est aussi une question de changement de posture. En fait, je pense que parfois on a beaucoup de croyances limitantes intégrées sur la communication qu'on intègre aussi au cours de son parcours de formation. Alors moi, j'ai essayé un petit peu, j'ai pas un parcours donc d'études de droit, mais bon, j'ai essayé d'approcher un petit peu cet écosystème. On sent qu'il y a encore beaucoup de croyances limitantes, c'est encore très cadré. Voilà, on sent que la vague de changement, elle est un petit peu compliquée à opérer. Et en fait, ça se transmet. C'est-à-dire que c'est une transmission qui se fait de croyances limitantes sur le sujet. Et du coup, aussi par le manque de formation au final. Parce que comme on n'a pas cette formation, on appréhende énormément. Et oui, on ça voit fait des peur, choses. et puis on se dit qu'est-ce que je vais faire, ça Mais va être... exactement. Alors nous, on a la chance effectivement d'être deux, d'avoir eu l'occasion d'expérimenter des tas de choses en communication. Donc ça peut être effrayant, mais pas du tout. C'est de montrer que c'est possible de le faire. Donc non, il faut en fait déjà s'enlever la croyance limitante, apprendre. Je veux dire, prendre du temps à se former et puis à être un petit peu accompagné. Et je pense que soi-même, on va vite déverrouiller la chose. Et en fait, à partir du moment où ça se déverrouille, la posture change. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Parce que je peux te garantir, Delphine, que nous avons des juristes de talent en communication qui font des choses extraordinaires et qui n'ont pas besoin de nous. Alors, doute pas une seconde. Oui, puis c'est vrai qu'on s'est structuré, mais finalement, on n'a pas commencé à deux sur la communication juridique et compliance. On s'est vraiment staffé entre guillemets progressivement. Au début, la communication, ça a été doucement, et c'est ensuite, comme c'est devenu une habitude et un besoin aussi quand on se réorganise. Voilà, là, on a eu besoin vraiment de deux personnes, mais au départ, on n'était pas deux, donc on a évidemment commencé tout doucement. Oui, en fait, le maître mot, c'est la méthode Kaizen, l'amélioration continue, quoi. C'est ça? Exactement. C'est ça. Par petits pas. Exactement. Ouais. Exactement. Et alors, comment vous travaillez ensemble? Parce que effectivement, vous l'avez dit, Anthony, tu étais une formation de juriste, même si tu t'es formé à la communication aussi. Communication pour justement diffuser une image qui est accessible, qui est utile, qui est stratégique. Le mot, on l'a dit plusieurs fois là déjà, donc comment vous travaillez ensemble au quotidien en fait? Oui, ça c'est une super bonne question. Effectivement, travailler, mettre ensemble les deux expertises comme ça, première vue, on se dit juriste, un communicant, bon, qu'est-ce qui peut se passer? La première chose, c'est effectivement d'instaurer un relationnel, une collaboration. Donc l'idée, c'est vraiment de venir créer un climat de confiance avec le juriste, de venir vraiment lui expliquer, nous, notre discipline,
lui expliquer les bénéfices en fait d'appliquer les principes de communication. C'est vraiment la première base que l'on a posée ensemble avec Anthony. Moi, je me souviens de mon arrivée chez Decathlon où en fait je faisais un peu la VRP, j'allais voir en fait les managers d'équipe et puis je leur expliquais bon bah voilà, je fais de la communication, voilà ce qu'on peut proposer comme offre de service, comme prestation de communication, etc. Donc je faisais un peu ma mini agence de communication, hein, on faisait un peu ça avec Anthony. Et puis derrière en fait, il suffit d'une personne qui ose, c'est oser, hein, et qui nous fait confiance. C'est ça aussi, hein, elle nous fait confiance et elle saute le pas. Et ensuite ça s'enclenche. Ça s'enclenche automatiquement. J'imagine que ça a aussi dû peut-être aider le fait que, pour parler aux juristes, le fait que Anthony, tu sois juriste, je pense que ça a dû aider, non? Quand même, oui, clairement, parce que de toute façon, le rôle du communicant, c'est aussi un peu de venir traduire visuellement parfois le jargon juridique, et j'avais pas cette étape supplémentaire de compréhension puisqu'on parlait un peu le même langage et derrière pour le traduire c'était beaucoup plus simple. C'est évident que auprès de mes anciens collègues du coup j'avais une légitimité aussi pour leur parler et donc cette prise de fonction elle s'est faite assez naturellement et avant même ma prise de fonction on travaillait déjà beaucoup ensemble avec Caroline, on a des profils vraiment complémentaires. Et donc, Caroline, elle était déjà quelque part un peu intégrée par les équipes. Oui, parce que toi, Caroline, comme tu l'as dit, tu faisais ton agence de com, mais en fait, ça doit aussi un peu, pas flatter, mais quand on va voir les gens et qu'on leur dit, on s'intéresse à ce que vous faites, on va faire de la com pour vous, enfin, je sais pas, c'est quand même assez flatteur, je trouve, enfin, c'est intéressant. Ça doit aussi les intéresser dans ce sens-là, non? Alors au début, ça leur faisait peur, au contraire, je sais pas. Oui, je pense qu'au début, tu as toujours un petit peu de crainte. Et puis, alors moi, j'ai le profil inverse, donc je ne maîtrisais pas. Aujourd'hui, je la maîtrise un peu mieux, mais je fais toujours exprès de faire semblant de pas la maîtriser, la matière. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant en faisant celle qui ne comprend pas, c'est de les challenger sur le côté si je ne comprends pas, la personne en face ne comprendra pas. Donc, j'essaie toujours de me mettre dans la posture du client. Et ça, c'est aussi autre chose qu'on a travaillé avec les juristes, c'est travailler sa connaissance du client. Et moi, je me mets toujours dans le rôle du client qui, en fait, a son juriste en face, mais reçoit une information qu'il est incapable d'absorber. Parce que, en fait, c'est un jargon tellement particulier, tellement difficile que, à un moment donné, en fait, si le client il comprend pas, il peut rien se passer derrière et puis il peut même pas se créer quelque chose entre le juriste et son client. Et donc je pense que mais dans donc le toi, travail plutôt le côté UX fort. c'est ça. Ouais, d'accord. En fait, on l'a travaillé effectivement tous les deux avec Anthony. Ce qu'on voulait, c'était changer d'angle. En fait, c'est juste si tu changes ton angle de vue, et ben en fait, tu vois les choses autrement. Donc en fait, tu te centres plus sur ta matière, mais sur l'application de ta matière pour le besoin de ton client. Et ça n'a rien à voir. C'est vraiment, du coup, tu prends l'angle différenciant et tu vas adapter ton discours, tu vas venir adapter ta communication, ta documentation pour ton client. Et ça, en fait, avec Anthony, on était ultra complémentaires là-dessus et ça nous a permis un petit peu de changer comme je te disais, c'est la posture du juriste sur sa façon, en fait, de travailler avec son client et ça, c'était hyper important. Ouais. Et est-ce que, à votre avis, là c'est peut-être Anthony que je vais demander, je sais pas. Non, peut-être aussi Caroline d'ailleurs, tu dois avoir un petit avis aussi sur le sujet. Est-ce que les juristes, justement, ils sont bien formés en le disant, je connais la réponse, mais c'est pas grave. Est-ce qu'ils sont bien formés à la communication? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer peut-être dans les formations ou même, pas forcément, parce que tout le monde peut pas faire des formations en communication, mais en tout cas, dans l'entreprise, comment on peut les amener à être plus à l'aise avec ce sujet de la communication, parce que c'est en plus, non seulement je pense qu'ils sont pas forcément bien formés, mais ça c'est pas de leur faute, c'est pas leur formation de base, mais ils ont une vraie crainte en fait, je pense. Donc alors si je parle du coup plutôt des juristes de Decathlon, je dirais aujourd'hui ils sont bien formés. Et heureusement, j'ai envie de dire. Mais si je prends remets-toi il y a 5 ans. Si je prends la fonction juridique plus large, en fait, on peut avoir des profils qui sont déjà intéressés par la communication et donc qui vont se former par eux-mêmes. Ça, on en a déjà eu et c'est très très bien justement d'avoir cet état d'esprit-là, de se dire ok, je suis juriste, mais en fait, je fais de la communication tous les jours parce que tous les jours, j'adresse des messages, tous les jours, je parle avec des gens qui ne sont pas de mon métier.
Et donc du coup, oui, naturellement, on va venir se former. Ambassadeur ou non. Exactement. En fait, ils vont venir se former. Mais par contre, si on parle plutôt du cursus universitaire juridique, bon, moi, ça fait quelques années maintenant que j'ai arrêté les études, mais j'ai jamais eu de communication dans mon parcours, et je pense pas que ce soit le cas actuellement. On entend de plus en plus forcément parler de legal operation, donc c'est quelque chose, je pense, qui arrive aux oreilles aussi des universités. Pour moi, dans les legal ops, il y a aussi la communication qui doit être intégrée, c'est un tout. Je pense pas qu'on en soit encore là au niveau universitaire, et à mon sens, j'ai l'intime conviction qu'intégrer un module de communication, ne serait-ce que pour un semestre, ça pourrait être très très bien, parce que aujourd'hui, le juriste moderne se doit d'avoir des compétences en communication. Évidemment, des compétences fortes au niveau juridique, c'est son expertise de base. Mais maintenant, la communication, elle est tellement essentielle en fait pour faire comprendre ce qu'on veut finalement. Quand on doit faire appliquer une décision forte en entreprise, je parle même pas forcément du juridique, mais de n'importe quel métier, il faut pas le marketer, mais en tout cas le faire comprendre, le simplifier, que le message soit compris de tous et que l'entreprise avance dans le même sens. S'il y a des incompréhensions, des craintes, on peut pas en fait, on peut pas faire avec. Donc à mon sens, j'en reviens du coup à la base. Caroline qui est morte de rire. Je me perds un peu. Le module de communication, voire pousser encore plus avec du legal design dans un cursus universitaire, ça me semble vraiment être ultra intéressant. Et à minima, je dirais petite formation, ou en tout cas des choses clés à apprendre sur le langage clair, la facilitation, parce que tout le monde n'a pas appris jargon juridique. Et j'ai même une anecdote pour toi, Delphine. Nous, c'est intégré en fait. On a fait évoluer le parcours de formation de nos juristes, et donc des juristes même qui sont en alternance, dans leur onboarding. Donc quand ils arrivent dans l'entreprise, il est obligatoire donc de passer par la case communication. Donc ils ont une après-midi avec nous où on leur explique toute la stratégie, les quêtes de jeu. On leur fait des formations un petit peu plus poussées en design, de présentation, PowerPoint ou G-Slide, peu importe. Mais c'est du temps qu'ils passent avec nous aussi là-dessus. Donc en fait, on a vraiment mis en place une structure de formation dédiée. Et souvent, ils nous disent c'est la première fois que je vois une entreprise qui m'oblige à faire ça. Mais c'est génial, je trouve ça super de passer du temps là-dessus. C'est hyper apprenant pour eux. Vous allez provoquer des vocations. Ils ont peur maintenant au juridique que je forme d'autres communicants. À chaque fois, ils me regardent, ils m'ont dit non, Caroline, il y a déjà eu Anthony, tu n'en feras pas un troisième. Je ne suis pas à mon premier coup d'essai, mais je pense qu'il y a certains juristes qui ont le potentiel pour devenir des responsables communication. Mais en fait, en soi, je pense que cette évolution de parcours de formation, elle est importante. Donc nous, on a vraiment pris des socles qui nous paraissent impondérables et sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer au quotidien. Par exemple, les basiques de la communication. Qu'est-ce que c'est un ciblage, comment gérer mes messages, comment aussi structurer en fait un plan de communication, ce que je peux faire, pas faire, enfin les bonnes pratiques en fait en général, on vient vraiment les acculturer là-dessus. C'est un package de base, on vient pas leur faire des études de com, on leur donne vraiment le socle le plus solide et qui soit le plus facilement applicable dans leur quotidien. Comment faire une présentation impactante. Là, on travaille actuellement des modules sur le legal design justement pour nos juristes. Donc, en fait, on vient faire évoluer tout ça. Et en plus de ça, on a fait aussi évoluer la fonction du juriste, en plus de son parcours de formation. Puisque nous, il y a déjà plus de 2 ans, avec Anthony, on a créé une mission relais communication pour les juristes qui, en fait, ont, dans leur quotidien, 10-15% de leur temps dédié, en fait, à la communication de leur équipe. Donc là, on va encore plus loin, en fait, dans la formation. En fait, on en fait des sortes de mini-responsables communication avec des responsabilités à leur échelle où, en fait, ils gèrent leur projet local. Et donc, c'est responsabilisant aussi de se dire... Ça peut être quoi comme projet, si vous pouvez donner... Oui, en fait, au quotidien, par exemple, un plan de communication, au démarrage, Anthony ou moi, on va accompagner. On va venir donner la méthodologie, on va aider. On va aider la première année, la deuxième année, on vient plus. En fait, ce qu'on va venir faire, c'est accompagner en fait la lecture du plan de communication et juste c'est vérifier avec eux si c'est réalisable, s'ils n'ont pas mis des KPI un peu trop ambitieux, etc. Donc, en fait, on vient les aider à ajuster.
Ouais, Et puis puis ils aussi, des deviennent fois, on vraiment a la meilleure acteurs, information. acteurs de la stratégie de leur équipe. Exactement, C'est ça surtout exactement. qu'on voulait. Et ensuite, eh ben, ils produisent. Là, je peux te donner un exemple tout frais d'il y a 2 heures où j'ai une juriste qui est venue me voir en disant: «Caroline, j'ai travaillé un document en legal design, est-ce qu'on peut se mettre un rendez-vous pour la relecture?» Je lui dis: «Bah, ça va, ça s'est bien passé». Elle fait: «Bon, au début, j'ai un petit peu tatillonné, mais j'ai passé du temps dessus, c'est super, j'ai adoré, bon voilà, j'aimerais qu'on relise ensemble la documentation» et ça, c'était il y a 2 heures. Donc pour vous dire, enfin, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, anime le juriste et en soi, ça leur donne aussi une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se voir autrement que comme des juristes. Ils arrivent aussi à prendre plus largement, je trouve, possession de leur matière et du relationnel client qu'ils ont en fait avec cette discipline juridique ou compliance en fait. Ça, je pense qu'il y a quelque chose en tout cas à faire évoluer. Moi, j'ai pas fait de parcours effectivement d'études de droit. Par contre, j'ai eu des modules de droit dans mon cursus en fait. J'en ai eu pendant, je crois, sur 1 ou 2 années. Effectivement, moi, j'ai eu des semestres où j'avais des modules de droit. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, une école de commerce, pareil, ils sont très larges en termes de discipline. Et aujourd'hui, ça, c'est plutôt ma conviction. Ça me paraît important de faire évoluer en fait aussi les cursus en droit, parce qu'en fait aujourd'hui, si on prend le poste de juriste en entreprise, il a tellement évolué et il bouge tellement vite que si on ne les aide pas, quand ils arrivent en entreprise, c'est compliqué. Les débuts sont difficiles parce que en fait, une entreprise, elle a pas le choix. Elle doit aller vite, elle doit bouger, elle doit être ultra agile. Sauf qu'en fait, le juriste, à la base, dans sa formation, il l'est pas. Il est pas. En fait, en tout cas, l'agilité, c'est pas la chose la plus facile pour lui. Donc nous, en fait, Heureusement on que ça vient l'aider à s'apprend. travailler sur l'agilité. Ça s'apprend facilement. Ça va. Et donc, en tout cas, nous, on peut en parler aussi parce qu'on a le résultat. En fait, on arrive à le voir autant sur, je trouve, l'épanouissement du collaborateur et du juriste au quotidien. Je trouve que ça joue beaucoup. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir un juriste avec le sourire et puis très heureux de se dire c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai legal designé mon document et en plus de ça, mon client, il est super content. C'est génial en fait de se dire ça, c'est que on a tout gagné. Nous, on y a passé peut-être du temps, mais voilà, rien que sur l'état d'esprit et sur, je trouve, le bonheur d'un juriste au quotidien sur son travail, Et ça c'est veut dire ultra aussi important. laisser le temps, comme tu disais, aux juristes, je sais pas, 10% de leur temps, leur laisser le temps de se former Oui. là-dessus et de faire. Exactement. Et de leur donner en fait aussi la possibilité de se faire accompagner. Nous, c'est vrai qu'on a développé ces modules de formation, donc ça leur permet de pouvoir y accéder. Mais ensuite, voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas cette opportunité-là, je dirais partagez. N'hésitez pas à partager avec d'autres juristes, d'autres entreprises. Soyez curieux, intéressez-vous. Et puis vraiment enlever vos barrières. Enfin, moi voilà, j'ai une anecdote où j'ai fait voilà, c'était une intervention devant des avocats. C'était quand même assez voilà, il y avait vraiment 2 salles, 2 ambiances. Il y avait des personnes qui étaient à fond dedans, qui avaient des idées, mais moi je trouve ça extraordinaire. Et puis des gens très dans la résistance. Ouais. 2 salles, 2 ambiances. C'est ça. Et est-ce que alors je sais pas si on dit marketing juridique ou communication juridique, je dis plutôt communication juridique, mais vous me direz peut-être la différence. Est-ce que c'est perçu comme une démarche qui est, je sais pas, trop sérieuse, trop éloignée des valeurs juridiques quand vous amenez les sujets comme ça? Bon, aujourd'hui peut-être chez Decathlon maintenant c'est un peu plus assis, mais comment c'est perçu en fait au départ? Alors, je dirais que déjà dans un premier temps, on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Ça, justement, c'est ultra important. On peut proposer des choses un peu innovantes, des choses même fun, et avec un réel fond. Et je trouve que c'est justement une bonne manière de le faire. Et je trouve ça intelligent justement de le proposer comme ça. Mais en soi, c'est pas un gros mot hein, d'utiliser le terme de marketing juridique. La communication, elle est assez large. Quand on parle de marketing juridique, c'est finalement des méthodes de marketing qui seraient adaptées au juridique compliance, hein, j'entends. Marketing, c'est finalement vendre un produit, vendre un service qui doit correspondre à un besoin de l'utilisateur. Donc c'est un peu se dire que la matière juridique et compliance, c'est ce service et il faut tout faire pour à la fois que ce service
répondent à ce besoin-là. Donc, il faut bien l'identifier. Et ce travail-là, il est ultra important. Et c'est pas forcément ce qu'on fait au début, hein, quand on commence en tant que juriste. On a plus cette envie de cocher les cases. Ok, là, j'ai sécurisé mon contrat. Et on pense pas forcément derrière à la manière dont ça va être utilisé, dont ça va être lu, par exemple. Et ça, c'est super important. Donc, le besoin utilisateur, il est ultra précieux. Et à partir du moment où on l'a compris, on va pouvoir adapter la matière juridique et en faire un argument de vente, entre guillemets, pouvoir trouver des méthodes pour le rendre plus sexy. Ça, c'est un truc que j'aime bien dire, c'est rendre le juridique accessible et sexy au possible. Et c'est vraiment ça, finalement. Le marketing juridique, c'est cette... ça peut se faire, mais c'est... Oui. Si, ça peut. Ah non, mais moi j'en suis convaincue, mais pour avoir été dans beaucoup de directions juridiques, c'est pas souvent perçu comme ça, hein, honnêtement. Mais je suis d'accord avec vous, hein, j'adhère complètement, hein, mais c'est pas souvent comme ça. Mais ouais, finalement, la direction juridique, on peut prendre un parallèle, hein, c'est finalement un magasin et on travaille la vitrine pour donner envie aux clients d'y rentrer. C'est vraiment exactement la même chose et ça se travaille. Ça se travaille évidemment. Mais il faut tenter des choses. Tout n'est pas limpide au début, il faut tenter. Et quand on voit que ça marche, ça crée aussi un cercle vertueux, ça donne envie aussi aux autres juristes de le tenter. Et progressivement, ça fait un effet boule de neige qui peut faire quelque chose de très sympa. Tu voulais ajouter quelque chose, Caroline, là-dessus? Anthony a tout dit. Mais pour le coup, on est hyper alignés là-dessus. Non, mais je le rejoins à 100%. En fait, encore une fois, faut sauter le pas, faut oser. Non, c'est pas un gros mot, le marketing juridique, hein, et puis c'est pas, en tout cas, du tout éloigné, entre guillemets, en termes de valeur, bien au contraire. Je pense que ceux qui nous écoutent ne sont peut-être pas tous, encore une fois, je le répète, juristes en entreprise. Ils ont peut-être leur propre business. On peut en parler, c'est pas un gros mot, hein. Attention, si on est juriste, mais juriste indépendant ou consultant. Oui, ou avocat, ou avocat, exactement. Donc, en fait, vous avez votre propre business, donc à un moment donné, il faut bien venir marketer votre offre de service, c'est ce que vous faites, en tout cas les prestations que vous pouvez faire. Et je le rejoins, on peut commencer par des choses très simples, et puis et à un moment donné, aller un petit peu plus loin quand on s'en sent, voilà, un petit peu plus, quand on est un petit peu plus confiant, qu'on a testé des choses et que ça a fonctionné, on peut aller plus loin. En tout cas, nous, en fait, aujourd'hui, c'est intégrer à 100% en fait cette notion. On est très à l'aise avec ça. C'est dans le quotidien de nos équipes. Donc, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, sentez-vous à l'aise avec ce mot, sentez-vous à l'aise d'entreprendre et d'essayer, parce que déjà à la base, vous êtes des entrepreneurs. Ouais. Surtout quand on a son propre business. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, aller un petit peu plus loin. Une entreprise au global, bah oui, il y a le service principal. Après, il y a quand même de l'aspect financier parce qu'il faut gérer son business. Il y a aussi de l'aspect communication et marketing. Donc. Ouais. Et est-ce que vous fixez des limites ou pas, d'ailleurs? Alors, clairement... Deux limites. Clairement, non. Non. Au début de chaque année, j'ai l'impression que Caroline vient me voir avec une nouvelle idée de concept. C'est peut-être les autres qui vous fixent des limites financières, mais à part ça, vous fixez pas de limite, vous? Notre seule limite, c'est notre imagination, je crois. C'est bien. C'est exactement ça. Non, en fait, on en a pas et on s'en met pas. Parce qu'en fait, ça serait dommage de pas oser et de pas innover. Et puis en plus, nous, notre cadre d'entreprise nous le permet aussi. Hein, et je rejoins, nous, notre sponsor, il nous fait confiance. Ouais. Bien évidemment, c'est de proposer. On propose toujours des choses très ancrées quand même dans la réalité, sur les coûts que ça peut générer. Alors avec Anthony, on essaie d'être vraiment au minimum. Donc effectivement, chaque année, je vais voir Anthony en disant j'ai une nouvelle idée, j'ai un nouveau concept. Souvent au démarrage, il me regarde en disant qu'est-ce qu'elle a encore trouvé. Et puis au final, on arrive toujours, voilà, à se lancer. On peut t'en donner plein des exemples. Par exemple, on te disait les formations en casque de réalité virtuelle. Donc il y a 2 ans, on a testé ça. La VR, on pourrait dire waouh, c'est quand même très éloigné du juridique. Pas du tout. En fait, on est venu travailler ça sous l'angle compliance, donc pour venir justement sensibiliser nos collaborateurs. Et en fait, le casque VR, c'est l'appel.
C'est-à-dire que c'est l'attractivité en fait de la nouvelle technologie. Et en fait, les gens sont venus, ont testé. Et à la fin, on a eu 100% de retours positifs, mais vraiment, hein, c'est pas un mensonge, hein, c'est pas du. Et du coup, l'audience, là, c'était pas que les jurys. Non, c'était pas que des juristes. Là. Exactement. Ouais, c'était pas des juristes, c'était des opérationnels en fait qui ont testé ça. Et vraiment, on a eu de très très bons retours. L'année dernière, on a testé de la virtual room. Donc c'était un escape game en fait dans la room virtuelle. En fait, on venait chercher en fait des indices pour résoudre un peu des sortes de mini-enquêtes. C'était un petit peu ça. Et puis en fait, à la fin, il y avait un petit podium où ils avaient un petit trophée. Donc il y avait trois petits trophées où ils ont remporté le mois de l'éthique et de la compliance. Et c'était tous les métiers. On a une modéliste, on a une personne qui était responsable de rayon, on a une personne qui était chef de produit. Enfin voilà. Donc en fait, on arrive à parler au plus grand nombre justement en essayant et en osant en fait des nouveaux modèles. Là aujourd'hui, on est avec toi, on fait un podcast. Ben nous c'est pareil, on l'a testé aussi en interne avec on a testé par exemple, c'était une interview d'un directeur de magasin. Il parlait d'un sujet très simple, hein, c'était la réglementation des soldes. Le sujet qui comme ça peut-être on se dit en podcast et en fait pas du tout. Le directeur de magasin est venu témoigner sur comment lui justement il appliquait la réglementation à son magasin et donc c'était un échange avec un juriste vraiment hyper intéressant. Après, il y a un autre sujet, mais ça, je laisse à Anthony parce que ça, c'est sa passion première. Donc, je ne lui volerai pas la vedette sur ce sujet. Quelle est ta passion? Tu veux me parler de vidéo, c'est ça? Ouais, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Le truc le plus fou que vous avez fait, alors. Enfin, c'est peut-être pas ça dont tu veux dire. Oh, le truc le plus fou. Les vidéos, c'était quand même pas mal. Pour autant, ça paraît simple comme ça, mais les vidéos, c'était effectivement sur des sujets d'éthique et de compliance. Mais pour l'envers du décor, donc on est allé tourner, donc c'était dans des lieux sportifs. Nous avons tourné donc sur des terrains de foot. Moi, je me revois faire des roulades sur le gazon avec les caméras d'Anthony et Anthony qui courait partout sur le terrain. On a fait des tournages de nuit aussi sur des terrains de rugby et il pleuvait. Ouais, il pleuvait, c'était sympa. C'était sympa aussi. Ça, c'était vraiment des expériences un petit peu dingues. Mais et tout ça en vidéo, ça se voit pas. Mais nous, c'est un peu les making of et ça nous avait nous avait fait beaucoup rire. Donc ça, c'est la passion d'Anthony, c'est la vidéo, c'est ça? C'est la vidéo et on en a fait énormément. Ouais. On a fait énormément. On en fait énormément chaque année. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un média ultra précieux parce qu'on peut faire passer des choses qui ne passeraient pas forcément avec un mail. On arrive alors évidemment, il y a des concepts de vidéo métier. Et ça, c'est en interne et en externe. Vous faites les deux, ou c'est plus de la com interne, ça? On le travaille plutôt en com interne. Après, on s'interdit pas non plus de le faire en externe, mais pour les vidéos, on l'a principalement fait en interne. Ouais. Et il y a des choses qui sont faciles à mettre en place. En plus, en vidéo, une interview métier pour expliquer le métier de juriste en interne, ça c'est assez facile à mettre en place et c'est selon le ton qu'on va utiliser, on peut être un peu décalé. Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, parce que ça peut être. Ouais, c'est ça. On peut travailler l'image du coup et ça change les choses. Parfois. et la vidéo, je trouve que ça vient vraiment humaniser le juriste et je trouve que c'est vraiment sympa. Si on travaille le storytelling justement avec quelque chose de plus travaillé en termes de script, on peut faire passer des choses. On peut faire passer des émotions. On peut venir chercher un petit peu les gens pour leur faire passer des messages. Typiquement sur les sujets éthiques et compliance, c'est un univers qu'on a pas mal exploité aussi avec Caroline. On peut évidemment venir toucher les gens et je trouve que on comprend mieux les choses quand ça nous concerne et on essaie beaucoup de passer par là. Oui, et puis détourner aussi des angles. Oui, ouais. Excuse-moi. Non, mais c'était aussi détourner des angles parce que j'avais une image en tête, mais je pense que ça va beaucoup faire sourire Anthony. C'était l'une des premières vidéos qu'on avait faites ensemble et je pense qu'il va voir où je veux venir et il va avoir très grand. En fait, on avait fait en vidéo, c'était une web série. On avait appelé ça une web série sur justement des réglementations juridiques. Et on a quand même, s'il nous écoute, peut-être qu'il nous en voudra un petit peu, mais on donnera pas son nom. On a donc un juriste qui nous parlait justement des réglementations autour de la chasse. Ouais. Et donc on est allé dans un magasin et on l'a déguisé en chasseur. Voilà. Donc on lui a mis toute la panoplie de vêtements dans le rayon chasse et il est venu expliquer la réglementation. Alors
comme ça, quand on l'entend, ça fait hyper sourire. Mais ça a super bien fonctionné parce que on était dans l'écosystème du client à qui on parlait. On parlait aux gens du magasin, des responsables de rayon, à des directeurs de magasins. Et en fait, voilà, on s'interdit pas, encore une fois, j'insiste dessus, mais il faut pas s'interdire de prendre des angles de communication qui peuvent faire sourire, mais qui viennent aussi un petit peu. On parlait de travailler l'image, nous on est venu un petit peu, waouh, rendre le juriste beaucoup plus accessible en travaillant en fait aussi des vidéos un petit peu plus rigolotes, un petit peu plus parodiques, on va dire. Exactement, on était un peu plus dans la parodie, mais ça a super bien fonctionné. Et après, je dirais quand même malgré tout, parce que là, on te donne beaucoup d'exemples en digital, nous, on reste quand même aussi attachés au physique. Voilà. Parce que c'était un peu ma question suivante, c'est quoi les supports de communication qui vous semblent efficaces ou sympathiques ou ce qu'on veut pour les messages juridiques, parce que là on a parlé pas mal de vidéos, de digital, mais est-ce que vous avez aussi tenté, je sais pas, les newsletters, les templates, l'intranet, les FAQ, enfin j'en sais rien, enfin est-ce que tout ça c'est des choses qui marchent aussi ou finalement c'est un peu vieille école et on passe à autre chose? Non, du tout. En fait, dans la catégorie digitale avec Anthony, effectivement, on va mettre par contre tout ce qui est la vidéo, le podcast, un site internet. On va mettre aussi tout ce qui est newsletter, puisque c'est de la catégorie mailing. Donc tout ça, on va le mettre dans la catégorie effectivement digitale. Et ça fonctionne bien, en soi, ça fonctionne très bien. Mais ça crée aussi un petit peu de distance. Pour la boîte à outils du juriste, en fait, au quotidien, effectivement, il a ce qu'on appelle un template. Donc c'est de la documentation. Pour parler à tout le monde du Word, du Google, nous on est sur Google, mais ça va être de l'Excel, du PowerPoint, etc. Donc on va venir aussi donner des trames pour accompagner la création du support. Donc quand par exemple on veut travailler une procédure juridique, classique, en fait une trame Microsoft Word, nous c'est plutôt Google Doc, en fait ça permet de créer déjà des choses plus visuelles. Donc ça aussi c'est le kit de base du juriste. Mais ce qu'on leur conseille aussi souvent, c'est de créer de l'interaction physique, de créer de l'échange. En fait, l'événementiel, tu peux avoir aussi l'événementiel en digital, tu peux créer, surtout quand on a aussi, nous on a des juristes dans les pays, donc c'est aussi un peu plus compliqué, mais tu peux créer de l'événementiel en digital où tu es là digitalement parlant, mais tu vas créer de l'échange, tu vas discuter avec le juriste ou avec un client interne aussi. Donc vraiment, nous, on insiste aussi sur rien de tel en fait que des fois de la rencontre pour créer du lien, expliquer et partager. Aujourd'hui, tu nous donnes la possibilité en podcast de le faire, on partage, on échange, on discute. Et donc ça, c'est hyper intéressant, ça nous permet d'aller plus loin, voilà, de créer de l'interconnexion. Si je te reprends l'exemple en fait de la réalité virtuelle, ce qui était incroyable en fait dans cet outil-là, c'est tous les échanges qu'on a eus après les tests du casque. Ah oui. C'est les gens qui nous parlaient, qui nous échangeaient sur leurs ressentis. On pouvait leur partager de vive voix des informations pratiques qui pouvaient les aider au quotidien. Et je pense que le juriste, il peut aussi se permettre ça, créer de l'échange café. C'est peut-être basique, prendre un café ensemble, se poser et présenter des choses, mais le présenter de manière un peu plus détendue, un petit peu moins formelle, se mettre aussi au même niveau que son client en fait en termes de compréhension de la matière. Rien que ça, c'est hyper intéressant. Nous, on a créé par exemple des petites conférences, donc on se déplaçait de site en site et puis on faisait des petites conférences. Donc c'était vraiment des petits moments d'échange où on venait expliquer un sujet en particulier et en fait tu viens créer de l'interaction et de l'adhésion. C'est vrai que l'événementiel, ça casse les barrières. Ça casse les barrières, tu te déplaces du coup pour ton client, tu viens justement répondre à ce qu'il veut finalement. Donc ça, c'est par exemple pour le faire un webinaire, vous allez sur un site, c'est ça l'idée? Oui. Vous parlez d'un site, d'accord. Oui. Exactement. Et tu peux le créer de manière très simplifiée. Je sais pas, tu as une catégorie de clients. Alors nous, on va parler peut-être en interne de catégorie de métier. Tu peux créer une sorte de café-échange. Tu viens et puis tu crées en fait de la discussion où peut-être pendant 15-20 minutes, tu vas présenter ton sujet et tout le reste du temps, tu vas le dédier à de l'interaction. Ils peuvent te poser des questions, etc. Encore une fois, je reviens toujours là-dessus, c'est le ratio temps plus valeur ajoutée créée derrière. Je comprends. Et la valeur ajoutée, elle est immense en fait derrière ces échanges-là, c'est très enrichissant. Donc le digital, oui, mais ne vous fermez pas à des classiques de la communication qui fonctionnent très bien. C'est clair. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous avez des exemples alors pas forcément de grandes
campagnes de communication, mais justement de petites actions, des petits, t'en as parlé tous les deux, de petits quick wins qu'on peut mettre en place, mais très rapidement et même quand on a une petite équipe ou peu de moyens ou peu importe. Est-ce que ça, vous avez des petits tips à donner là-dessus? Oui, il y a plein de choses à mettre en place. Après, il faut choisir ses combats, évidemment. Vous n'avez pas 5 heures, hein, mais mais le travail... Simple et efficace, on attend en magasin. Mais on parlait de marketing juridique. Quand on parle de marketing, il y a évidemment toute une identité de marque derrière. Et ça passe par une reconnaissance visuelle, en fait, que c'est bien la direction juridique qui parle. Donc là, il y a des choses très faciles à mettre en place. Ça peut être, je sais pas, tous les membres de la direction juridique ont le même type de photo, par exemple. Donc là, déjà, c'est très facile à mettre en place. Ont la même signature mail, par exemple. Donc on identifie vraiment le service. On utilise des templates communs qui sont chartés de la même manière. Vraiment, l'idée, c'est d'identifier qu'on parle à la DJ. Déjà, ça, c'est ultra important. On a aussi un truc finalement assez facile à mettre en place, mais qui est essentiel aux clients, c'est travailler l'offre de service. Donc l'offre de service, les services qu'on va proposer aux clients, on va venir les poser finalement sur une présentation, sur un support, un PDF, peu importe, mais il peut avoir une plaquette digitale, entre guillemets, des services proposés, et on vient le faire d'une manière très simple en fait. Avec, pourquoi pas, les photos des jurys, ça humanise toujours. Vraiment, j'insiste sur ce point-là. Il faut que le client sache qu'il y a des humains derrière aussi. Ça casse un peu les barrières. Donc, l'offre des services, ça c'est vraiment... l'offre de service, c'est qui travaille pour vous et puis qu'est-ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. C'est quoi le sens de notre équipe? Pourquoi on est là? C'est quoi notre stratégie? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Quand est-ce qu'on fait appel à nous? Vraiment, c'est ultra important. Et un quick win auquel on pense rarement, mais ça peut aller très vite, et quand on en fait une habitude, c'est vraiment magique, c'est le langage clair. Je sais que c'est une composante du legal design, mais on peut l'extraire du legal design, vraiment, pour l'appliquer dans son quotidien. Chaque jour, les juristes envoient des tonnes de mails. Je le sais, je l'ai vécu. Si on arrive à structurer ce mail, même si on est sur une négo, une explication de négo, une stratégie de négo avec un client interne, simplifier la pensée, la structurer, mettre des tirets, enfin vraiment être beaucoup plus visuel dans notre approche et plus clair dans les termes qu'on utilise. Déjà, rien que ça va permettre d'avoir une relation. Pas de voix passive, pas de voilà. Vraiment des choses très simples, mais en fait, on n'y pense pas. Mais après, ça devient un réflexe quand on le fait souvent. Exactement. Ça devient presque naturel, en fait. Au début, il faut y penser. Au début, il faut y penser parce en tant que juriste, en tout cas, moi aussi, comme toi, je suis juriste. On a appris l'inverse, en fait. Oui. Donc c'est compliqué de remettre le C'est complètement ça demande un changement de posture, comme disait Caroline tout à l'heure. Ouais. Oui, et puis dans le langage clair, je sais qu'Anthony va encore sourire, je le fais beaucoup sourire à mon avis aujourd'hui, et toi aussi Delphine, mais c'est très bien. L'exemple que je donnais dans ma posture de je ne connais pas la matière, on travaille tous les ans les rapports d'activité. Donc les rapports d'activité, ça permet justement de venir faire un petit récap de son année, qu'est-ce qu'on a fait. Et les juristes, vous écrivez beaucoup trop. Et donc, c'est des phrases qui font des fois un paragraphe complet. Et en fait, quand tu lis la phrase, tu sais même plus où elle a commencé, tellement il y a d'insertions, de subordonnées dans la phrase. Et je leur dis, mais des fois, sujet, verbe, complément, ça marche très, très bien. Parce que j'ai essayé de lire la phrase, mais je me suis perdue. Là, mon GPS s'est complètement paumé. Et des fois, je leur dis, mais arrêtez d'écrire des paragraphes si longs. Parce que je sais que c'est comme ça que vous avez appris à le faire, mais la personne, elle comprend pas, et en fait, on se perd dans une immensité de mots, et mis bout à bout, on sait plus ce que ça veut dire. Et si je peux vous donner, un conseil, s'il vous plaît, les juristes et tous ceux qui font arrêtez de faire des longs paragraphes, parce que vraiment, pour les personnes qui sont en face de vous, c'est un enfer. C'est trop compliqué. Ne faites pas ça. En fait, sujet, verbe, complément, ça marche très, très bien. Moi, je le remarque aussi dans les présentations en PowerPoint ou peu importe, bref.
C'est plus des slides en fait, c'est tellement dense C'est ça. la slide, on n'a même plus envie de lire le truc, quoi. Exactement. Et en plus, celui qui projette finalement, ceux qui sont là, ils vont passer leur temps à essayer de lire le truc, donc ils vous écoutent pas. C'est ça. donc tout est raté. Enfin bref, mais effectivement, oui, je conçois très bien effectivement le langage clair. Alors ça, pour le coup, moi, je trouve que ça devrait vraiment être enseigné en fac, mais c'est pas du Complètement. tout pas l'ordre du jour. Exactement. Nous, c'est ce qu'on leur enseigne justement quand ils font des présentations sur PowerPoint ou sur Slide, c'est d'arrêter en fait de mettre des tonnes d'informations, parce que tu l'as très bien dit, on ne peut pas avoir et l'attention sur celui qui parle et en fait sur un support. Et donc nous on leur dit les informations que le juriste met, souvent c'est pour lui, hein. Mais il y a la moitié des informations, l'auditeur, enfin le lecteur, il s'en fiche en fait. Exactement. Donc vous voyez des mots clés, des chiffres clés, des bullet points, des fois ça peut être des visuels, des pictogrammes, mais allégez vos supports visuels. En fait, le talent de pitch, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui transmettez les informations. Faites-vous confiance. Mais vraiment, en fait, le juriste est garant du fond, il est maîtrisant sur le fond, c'est vraiment pas le souci, mais vraiment la forme doit servir le fond. Et c'est pas pour ça que Decathlon c'était à fond la forme, hein, mais dans l'idée, c'est un peu ça. C'est bien vu. Alors, est-ce que je peux vous demander un conseil que vous donneriez à une DJ qui souhaite, une DJ ou un avocat seul, ou enfin peu importe, un consultant qui veut se lancer, il veut commencer à mieux communiquer, mais il sait pas par où commencer. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est quoi les questions qu'il doit se poser en fait? En synthèse, effectivement, on a déjà partagé beaucoup d'éléments, hein. Première chose, quand on crée une entreprise, on fait un business plan. Faites un plan. Posez-vous un petit plan de communication. C'est pas obligé d'aller très loin, mais voilà, encore une fois, vous vous posez, vous prenez un document et vous dites, voilà, c'est les priorités sur lesquelles je dois travailler et le pourquoi. C'est quel est l'objectif derrière aussi que vous voulez travailler. Ça, c'est hyper important. Donc, on se pose, on sait à qui on parle, on sait quel message on va transmettre et derrière, voilà, on va aussi choisir les actions de communication qu'on veut mener. Prenez ce temps de réflexion. En fait, si vous partez vraiment directement sur je veux produire, ça va pas fonctionner. Enfin, vraiment, on vous le garantit pour l'avoir déjà vécu. Produire sans réfléchir, c'est pas productif et en fait, ça sera pas efficient. Et posez-vous aussi pour bien comprendre le besoin utilisateur. On en a parlé à plusieurs reprises parce qu'en fait, n'oubliez pas que la communication, vous la faites pas pour vous, vous la faites pour un client. Et donc ça, voilà, il faut que vous deveniez en fait user-centrique. Nous, c'est le maître mot. Concentrez-vous en fait sur votre client. Parce que vous allez voir derrière, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont se déverrouiller. Et ça, c'est le dernier conseil, et je pense qu'Anthony me rejoindra là-dessus, de la production simple et efficace. Commencez petit, commencez par des petits pas qui vont fonctionner parce que vous aurez plein de petites victoires. Et on s'emballe pas sur des designs de dingue. Alors oui, souvent la communication dit c'est génial, ils font de la paillette. Non, en fait, le design est au service du fond. Donc ne vous emballez pas, ne partez pas. Peut-être que certains se diront oui, je vais prendre des agences de com, machin et tout. Alors oui, ça peut vous être utile. Hein, je dénigre pas les agences de communication, mais voilà, faites des choses simples. Faites des choses simples. Le minimalisme, ça marche. Des outils simples justement. IA ou pas IA que vous utilisez soit pro soit perso qui pourrait être intéressant en matière de com. C'est beaucoup recentré sur nos outils internes. Nous, on est sur du Google, que ce soit du Google Slides, Google Doc ou Google Sheets. En fait, on utilise, alors nous, créatifs, on peut avoir, surtout Anthony, on va utiliser des techniques sur de la suite Adobe, de l'Illustrator, Photoshop, InDesign, etc. C'est génial, mais c'est pas accessible pour le juriste. Donc nous, en fait, on s'est recentré sur nos outils du quotidien, où en fait, on peut faire quand même du design hyper sympa. Oui, et puis le meilleur ami du design finalement, ça va être les choses simples, c'est du Google Slide ou du PowerPoint. Rien qu'avec ça déjà on peut construire des belles choses. Beaucoup de choses. Oui. Donc vraiment se concentrer là-dessus, ne pas vouloir trop en mettre, encore une fois être minimaliste au possible et ça passera. Et sur le rôle des réseaux sociaux ou des formats un peu innovants, c'est quoi à votre avis, quel rôle ça peut jouer dans la diffusion de la culture juridique?
les réseaux sociaux ou bien des formats un peu plus... vous en avez parlé, hein, un podcast, que vous en avez fait aussi. Je crois que vous êtes... Mais les réseaux sociaux notamment, est-ce que vous en servez alors, pas forcément, j'imagine, en interne, il y a aussi des réseaux sociaux internes, mais est-ce que vous en servez aussi de ça? Alors, le réseau social en interne, oui, on en a un et on s'en sert effectivement pour donner des grandes informations à la planète Décathlon. Ça va être des nominations ou quand on a un mois de l'éthique et de la compliance, voilà, sur de l'événementiel qui concerne toute l'entreprise, on s'en sert. À l'externe, un petit peu. Mais peut-être un peu moins. En fait, on est peut-être très, je sais pas si c'est de la pudeur sur le sujet, mais en fait, on aime partager. Donc, j'ai envie de te dire que si on partage sur les réseaux, c'est qu'on a envie de contribuer à la transformation, tu sais, sur de la fonction juridique et compliance. En fait, c'est de partager. Tout à l'heure, je te disais un peu communication washing. On parle de greenwashing. En fait, on veut pas tomber dans cette caricature-là. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, être humble dans ce qu'on fait, dans ce qu'on mène. Nous, on veut simplement être utile. On a l'occasion de rencontrer régulièrement des directions juridiques. Donc, voilà, si on peut partager et puis accompagner ce changement, ça sera en tout cas avec grand plaisir. Et c'est comme ça qu'on le vit avec Anthony. Et voilà, c'est vraiment cette notion de partage. Donc, si les réseaux sociaux, en tout cas, nous aident à le faire, oui, on y va et avec plaisir, en tout cas, pour faire du partage sur ce qu'on mène. Et sur les formats innovants, tu nous l'as demandé, hein, c'est notre spécialité avec Anthony. Voilà. J'ai bien compris, vous n'aviez pas de limite, donc. Oui, mais on peut en parler pendant des heures, mais comme tu dis, on n'a pas 5 heures sur le sujet, mais voilà, en fait, on a testé des formats, on a essayé, et puis en fait, on est convaincu que l'innovation au service du juridique et de la compliance, c'est un indispensable. Oui, et puis c'est bien parfois aussi de nous retrouver là où on nous attend pas. Donc ça fait parler évidemment de la matière et c'est ce qu'on aime aussi. Ouais, c'est ce que vous recherchez. Il est fait un peu de surprise. Exactement. Bon, alors ça va être ma dernière question parce qu'on arrive à la fin. Mais si vous aviez une petite baguette magique là pour transformer, je sais pas, un aspect de la communication juridique, ce serait quoi pour Anthony? Ce serait quoi pour toi, Caroline? Moi, je dirais que l'état d'esprit communication soit intégré par tous les juristes et le mot tous les juristes, je le mets en majuscule. Dites-vous que vous n'êtes pas qu'un juriste ou un avocat. Dites-vous, je suis un juriste communicant. Rien que ça claque un peu, quoi. On parle de côté marketing, voilà, ça en jette un peu. Sur notre LinkedIn. Je dirais, moi, mon petit mot de la fin, ça serait soyez des juristes communicants. Voilà. Okay. Et fiers et assumés, tu vois. Ok. Et toi, Anthony, ce serait quoi Moi, ça va être à peu près la même chose finalement. C'est intégrer vraiment la communication comme une compétence propre à la fonction juridique. C'est vraiment ça. Et puis un petit message aussi, ça va être oser. En fait, faut pas avoir peur de tenter des choses. C'est pas parce qu'on est juriste qu'on sait pas communiquer, qu'on sait pas proposer des choses innovantes. Il faut tenter et dans la plupart des cas, ça fonctionne très très bien. Oui, c'est ce que vous avez dit tous les deux. On a des croyances limitantes aussi sur nos capacités à... Ça, c'est sûr que ça manque pas. Mais en tout cas, un grand merci à tous les deux pour vos partages super concrets, votre enthousiasme aussi, parce que c'est vraiment chouette. Votre vision engagée sur la juridique plus ouvert, plus communicant, plus stratégique, plus visible, plus tout, quoi. Et puis votre duo montre aussi à quel point la collaboration entre les juristes et les communicants peut faire bouger les lignes et créer une vraie valeur pour l'entreprise. Donc merci à vous deux. Et puis à ceux et celles qui nous écoutent, le message, je crois qu'il est assez clair. Il faut pas oublier de bien communiquer, de bien communiquer, et c'est pour mieux protéger aussi l'entreprise et mieux accompagner les opérationnels. Donc je vous invite à écouter, à réécouter, à prendre des notes. Enfin, je sais pas. Voilà, c'était une masterclass. Voilà, en fait, c'était une masterclass. Je crois que je vais le vendre comme ça. Et un grand merci vraiment à tous les deux. Vous revenez quand vous voulez pour merci une autre heure, 2 heures, 3 heures, comme vous voulez. On aurait pu rester encore un petit moment, donc avec plaisir, Delphine, on revient quand tu veux. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Merci à vous.
J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, prenez 2 minutes pour me mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Cela me fait évidemment très plaisir et surtout cela aide à faire découvrir Tout droit tout simple au plus grand nombre. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn bien sûr et on se retrouve bientôt pour un autre épisode. D'ici là, restez inspirés.